Bonjour, je suis Sophie Saka, je suis enseignante-chercheuse à l'École centrale de Nantes et je suis spécialisée en robotique humanoïde, les robots de forme humaine. Parallèlement à mon métier, j'ai fondé il y a 2 années une association qui est destinée à mettre à la disposition du public des connaissances sur les robots et des compétences pour accompagner la mutation actuelle de la société avec l'intrusion des robots parmi nous. Donc, dans cette association, en l'occurrence, on mène une recherche, une analyse, pour savoir comment, dès aujourd'hui, les robots pourraient améliorer notre quotidien. Et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a un projet qui s'appelle Robotisme, et qui raconte une histoire improbable, une aventure extraordinaire entre 4 partenaires, 6 jeunes autistes et 3 robots Nao. Alors, un robot, donc, on a eu une très belle introduction. C'est une machine exactement comme votre machine à laver ou votre cafetière. Elle a un petit détail supplémentaire, elle a des capteurs, donc elle peut recevoir des informations, cette machine, et avec un ordinateur, elle peut traduire ces informations pour faire quelque chose. Donc le robot, il faut le remettre au niveau de la machine et non pas de la créature. Sauf qu'il y a des auteurs de science-fiction qui nous ont parlé beaucoup des robots depuis pas mal de temps. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que ces robots, ils leur donnent un vocabulaire humain. Déjà, on parle d'intelligence artificielle, donc l'intelligence, c'est typiquement humain, c'est pas du tout la machine. On leur donne des formes humanoïdes, donc ils ont le même forme que nous. On leur prête des intentions qui sont généralement des intentions humaines. Donc ces robots, on les imagine très bien, donc de forme humaine de préférence, armés de tout un tas de canons et qui vont venir détruire l'humanité, donc se retourner contre nous. Ça veut dire que notre culture nous fait élever ces robots au rang de créatures. Or, ce sont des créations, ce sont des machines. D'accord, elles ne pensent pas. Donc on peut très bien programmer un robot extrêmement gentil qui va uniquement servir l'être humain. Donc c'est ce que je fais, moi. Que des robots gentils. Donc cette machine, c'est notre imagination qui la fait vivre. Si on regarde le petit robot Nao, par exemple, qui est un petit robot humanoïde maintenant assez célèbre, même quand il est éteint, on peut tomber amoureux de lui. Il est très joli. Donc même éteint, on peut tomber amoureux de lui. Ça veut bien dire que c'est mon imagination qui va lui donner une vie, des sentiments, qui va lui prêter mon histoire pour que lui puisse me répondre et me renvoyer une image, celle de préférence que j'ai imaginée et que j'aimerais, moi, recevoir. Donc dans le cadre des humains, donc le robot compagnon, déjà, a la place toute tracée, puisque dans les films, dans les romans, on nous parle d'un robot capable de penser, capable de nous accompagner, capable de nous servir, donc le robot dit compagnon. Ces robots, ils peuvent avoir n'importe quelle forme. On parle de robots humanoïdes, bien sûr, dans les films ils sont humanoïdes, de forme humanoïde, mais ça peut être très bien une prothèse de jambe, par exemple. C'est un robot, hein, une jambe artificielle. Vous pouvez d'ores et déjà acheter un aspirateur robotisé, une tondeuse à gazon. C'est maintenant accessible au niveau des prix. Il y a déjà des voitures autonomes qui sont testées en milieu urbain. Donc les robots, en fait, ils sont déjà là. On ne les voit pas forcément beaucoup, mais ils sont déjà là. Donc ceci étant dit, comment on peut utiliser ces robots dans la société, au niveau, par exemple, dans les services médicaux, on va avoir des robots qui vont faire dans les entreprises des tâches un petit peu plus systématiques, proprement, 24 heures sur 24. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui nous fait assez peur. On a peur d'être remplacé. On peut imaginer donc des robots qu'on va aimer. On peut imaginer dans les salles d'opération des robots qui font des cicatrices plus propres. Et on peut imaginer sur les champs de bataille des robots qui font des meurtres plus proprement aussi. Donc ces robots, on les imagine facilement en train de faire quelque chose, une machine qui fait quelque chose. Maintenant, au niveau affectif, ce qu'on voit beaucoup moins, c'est l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos sentiments, sur nous, en fait. Et c'est cet aspect du robot qu'on a utilisé pour les enfants autistes, par exemple, et qui pourrait être utilisé pour tout problème psychique ou psychologique ou des petits soucis du quotidien, nous accompagner au quotidien pour nous aider à vivre avec certaines défaillances que nous pourrions avoir par rapport à la société. Les robots et les enfants autistes, ça a commencé dans les années 80, où une chercheuse, Kerstin Daughtenham, une chercheuse anglaise, a remarqué que les enfants autistes étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus réceptifs à des programmes informatiques. Donc dans les années 90, elle a proposé un premier robot pour les accompagner et pour les aider à s'ouvrir, avec l'idée de solliciter l'enfant grâce à ce robot et de petit à petit remplacer le robot par l'humain. Donc le principe,
c'est que le robot s'exprime comme l'humain, exactement de la même manière. Et petit à petit, les sollicitations du robot sont remplacées par celles de l'humain, et du coup, l'enfant se met à parler normalement à l'humain. Ça a très bien marché. Donc ça, c'est la notion de robot compagnon. C'est ce qu'on appelle un robot compagnon. C'est-à-dire, on donne à ce robot un caractère, une identité, et il va venir solliciter l'enfant comme le ferait un être humain normal. Donc cette approche fonctionne parce que l'enfant est ouvert naturellement au robot. Mais c'est gênant. L'idée du robot compagnon, elle est gênante. En plus, c'est très dangereux, l'idée du robot compagnon, parce que imaginez vivre avec un robot, c'est quelque chose qui vous est soumis, c'est une machine. Il va faire ce que vous voulez, il vous obéit au doigt. Un robot, son système n'est pas régulé par un système hormonal. La communication n'est pas du tout la même avec une machine qu'avec un être humain. Les attentes ne sont pas du tout les mêmes, les réponses ne sont pas du tout les mêmes. Il ne va jamais vous contredire, sauf si vous lui demandez de vous contredire, en fait. Du coup, vous avez ce rapport de maître à esclave qui s'établit, et si vous revenez après avec des humains classiques, comme vous, c'est beaucoup plus sollicitant, ça peut être dangereux en fait. C'est-à-dire vous ne savez plus comment gérer finalement la communication avec les autres humains, donc il faut faire un petit peu attention. En plus, cette approche de robot compagnon, elle n'est pas forcément acceptable par nous, parce qu'à un moment donné, ça nous manquera justement. Parler avec nos hormones, avec nos gènes, ça nous manque. Donc basé sur cette réflexion, il y a une autre approche qui a été proposée donc il y a 2 ans, celle du danseur d'ombre. Donc utiliser le robot comme un danseur d'ombre. Un danseur d'ombre, vous savez, c'est la personne qui anime les marionnettes à fil. Donc c'est celui que vous ne voyez jamais, vous ne le voyez qu'à travers sa marionnette, vous ne l'entendez qu'à travers sa marionnette. Si vous changez le danseur d'ombre, le comportement de la marionnette va changer aussi. D'accord ? Donc ce n'est pas la même personne. Ça veut dire que cette personne va donner à cet objet normalement inanimé une âme, un caractère, quelque chose qui vient de lui. Et on va utiliser le robot exactement de la même manière, pour cette fois-ci pas solliciter l'enfant autiste, mais lui donner une prothèse qui va lui permettre de s'exprimer. D'accord ? Dans le cas du robot compagnon, il récupère en fait des sollicitations et il attend la suite. Dans le cas du robot extension, dans le danseur d'ombre, il utilise le robot pour combler une défaillance. Donc on a appliqué il y a 2 ans cette approche à travers le programme Robotisme. Et donc, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc, la première séance arrive. Donc, 4 partenaires se sont rencontrés. Il y avait l'école centrale où on intervenait avec l'association. Il y avait Stérolux, une autre association nantaise. Et puis, Stérolux travaillait avec le CHU, 6 enfants, pour faire des ateliers sonores. Un jour, l'idée arrive en disant « Mais pourquoi on ne mettrait pas les robots carrément avec les autistes pour changer un petit peu l'atelier ?» En juillet, les 4 partenaires discutent un petit peu. En septembre, le personnel médical est formé. En octobre, on demande aux aussi jeunes autistes de dessiner ce qu'ils imaginent être un robot. Et en novembre arrive la première rencontre. Et cette première rencontre m'a vraiment marqué. Pour moi, l'autisme, je ne connais pas l'autisme. Il n'y a personne d'autiste dans ma famille. Je n'ai pas d'amis qui ont des enfants autistes. Donc c'est vraiment quelque chose que je n'ai vu qu'à travers quelques films. Par exemple, Rain Man ou Cube, où globalement l'autiste est décrit comme une espèce de calculette organique. Et donc cette première rencontre m'a choquée parce que, pour 4 raisons. Donc la première impression vraiment forte, c'est le bruit. J'avais tout préparé, comme on avait dit, un îlot de travail, 3 postes, avec chacun équipé d'un robot, d'un ordinateur. Donc les enfants, chaque poste pouvait voir les 2 autres travailler, d'accord ? Ils travaillent face à face. Donc on allait mettre 2 enfants par robot. J'attendais près de la porte qu'ils arrivent, tout était allumé, il n'y avait plus qu'à cliquer, le robot allait parler. Donc ça c'était prêt. Les enfants arrivent, ils ont monté les 4 étages par les escaliers. Et donc j'ai commencé, dès qu'ils étaient au rez-de-chaussée, à entendre la rumeur de leur voix. Et quand ils ont ouvert la porte des escaliers, là, ça a été une cascade de sons, en fait, de hurlements, parce que quand ils s'exprimaient, s'ils avaient quelque chose à dire, et ils avaient beaucoup de choses à dire, en fait, ils n'attendaient pas que quelqu'un s'arrête de parler. Ils allaient le hurler comme ça, pour le faire entendre par-dessus les autres voix. Et du coup, mes oreilles entendaient 20 personnes, alors que mes yeux n'en voyaient que 6. Donc le bruit était vraiment, vraiment très marquant. La deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est l'absence. Malgré le bruit, c'est l'absence. Donc j'étais à côté de la porte, ils m'ont tendu une main qui s'est liquéfiée dans ma main, c'est-à-dire ils ont fait le geste, mais le contact était dans la fuite, et le regard était complètement fuyant. On avait l'impression que ces corps étaient vides finalement. Donc ils se sont installés, les infirmiers ont fait le silence, je me suis rapproché des tables, je me suis présenté et je leur ai dit comment fait parler le robot. Donc ils ont fait parler le robot, ils ont fait dire bonjour au robot. Le reste de la séance, ça a été comment faire parler le robot. Donc ils lui ont fait dire des choses, il devait taper au clavier et l'envoyer au robot, et le robot allait le dire.
Quand quelqu'un avait fini, tout le monde s'arrêtait et tous les autres écoutaient ce que le petit programmeur avait fait sur ce robot, avait fait dire au robot. Ils sont passés très très vite dans cette séance de programmer pour faire ce qu'on leur disait, à programmer pour s'amuser, parce que c'est amusant d'entendre le robot dire ce qu'on vient de taper, à programmer pour faire écouter aux autres. Pour être honnête, j'ai jamais entendu un si joli petit robot dire autant de gros mots en si peu de temps. Cette première séance, ça a été un petit peu le dictionnaire argotique et populaire, vous voyez. Et très rapidement, en fait, ces jeunes, dans la première séance même, ont commencé à faire un concours de vulgarité par robot interposé. Et on a beaucoup rigolé, on a beaucoup ri quand même, hein, parce qu'il y avait des choses magnifiques. Et on ne le savait pas encore, mais en fait, on l'avait déjà gagné. C'est-à-dire quand un enfant autiste commence à faire quelque chose dans le but de le montrer à quelqu'un, ça veut dire que déjà, il est sorti de ce qu'il est. Mais nous, on ne réalisait pas, bien sûr, on était en plein travail, on n'avait pas encore la conscience de ce que ça allait être. Donc il y a eu une dizaine de séances où ils ont programmé une histoire à 4 voix, de Anthony Brown. Et ils ont fait ce spectacle, et à la fin, on a fait un spectacle où on a invité une douzaine de personnes, des inconnus. Donc on ne savait absolument pas comment ça allait se passer. Quelques semaines plus tard, les enfants étaient complètement autistes. Ils pouvaient parfaitement refuser ces étrangers. Tout le monde était prévenu. Ça s'est très bien passé, le spectacle. Les enfants étaient assis dans la salle, les étrangers aussi. 40 minutes, discussion, etc., échange. Et après, on a fait un goûter. Ce qui était vraiment marquant, c'est que dans cette salle, ce jour-là, donc quelques semaines seulement plus tard, après le programme, ce n'étaient pas des autistes qui étaient dans la salle, c'était vraiment des adolescents normaux, qui avaient des choses à dire, qui partageaient. Leur volume sonore était tout à fait normal, ils attendaient la fin d'une phrase avant d'intervenir, ils parlaient tout à fait normalement. Ces robots ont changé la vie de ces jeunes enfants, ces 6 enfants en fait. Ils leur ont donné en fait un avenir. Ce qu'on a réalisé aussi, c'est que chaque séance robotique faite sur ce programme, le programme qui a été mis en place, était équivalente à 3 années de thérapie classique. Donc ça aussi, on l'a réalisé après. Donc ces robots qui ont changé la vie de ces jeunes autistes, c'est aujourd'hui. Donc on peut après intervenir dans d'autres domaines. Par exemple, les jambes robotisées, elles sont déjà en test sur quelques pionniers, peuvent permettre à des gens de se remettre à marcher, d'avoir une autonomie. Des gens qui sont chez eux peuvent avoir un robot pour venir les aider. Pareil, de regagner de l'autonomie. Vous êtes maladivement timide, vous n'osez pas faire de votre déclaration d'amour, vous pouvez envoyer votre robot à votre place. Ou utiliser le robot dans un premier temps pour, non pas soigner la timidité. Vous n'êtes pas malade, ce n'est pas une maladie la timidité, mais il va vous apprendre à vivre avec. Et l'aventure robotique, elle est en route. Les robots vont arriver très vite, ils sont déjà là, on ne les voit pas vraiment, on les voit qu'à la télé pour l'instant, à cause de problèmes de sécurité. Mais en fait, ils sont déjà là. Et quand ils seront prêts à rentrer dans la société, ils vont complètement l'inonder pour changer nos vies. Pour le mieux, bien sûr, pour nous assister, pour nous servir et pour nous rendre des vies beaucoup plus belles, pour la plupart d'entre nous. Donc cette aventure, elle est en route. Et on peut tous y participer dès maintenant, même des gens qui ne sont pas de robotique. D'accord ? Les infirmiers, des hospitaliers, des gens, quelles que soient leurs compétences, peuvent y participer. Donc vous pouvez vous joindre à cette aventure dès maintenant. Et vous êtes franchement les bienvenus. Je vous remercie.